Et bonjour à vous toutes et à vous tous, bonsoir, merci d'être avec nous sur 01net TV, il est 20h heure de Paris, 11h heure de Las Vegas, nous sommes le jeudi 10 janvier 2019 et c'est notre troisième show depuis le CES. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, ou bonjour tu l'as dit, on vient de prendre un petit café, on va essayer de vous briefer, de vous débriefer aujourd'hui encore ce CES 2019. C'est un CES un peu particulier, on aura l'occasion d'y revenir, il y a vraiment des tas de choses très différentes. Bien sûr. Mais aujourd'hui nous allons parler de télévision. Mais oui, alors vous dites, mais il parle tout le temps de télé, mais attendez, c'est quand même le salon de la télé aussi. Et on va pas parler que de ça, mais on aura quand même deux marques importantes dans le domaine de la télévision. LG, Panasonic, Jérôme Pinton et Eric Novell nous rejoindront dans quelques minutes ici même sur ce plateau pour nous présenter leurs nouveautés. Tu as raison François, nous avons des invités vraiment prestigieux puisqu'ensuite nous recevrons Fred Potter de la société Netatmo qui est un historique de l'innovation à la française, un historique du CES et qui présente ici à Las Vegas un nouveau produit connecté Netatmo. Oui. Je tienne toute la journée. Tu croyais que tu étais où, à Vanves, c'est ça? Non, tu es à Las Vegas, hein, je tiens quand même à te le préciser. Voilà. Fred Potter qui n'a pas sa langue dans sa poche et on l'interviewera tout à l'heure. Autre invité prestigieux, l'un des rois aussi de la tech française et peut-être l'un des rois de la e-santé française. Il s'agit de Eric Carrel qui est le président, le fondateur de WeThings. Il viendra nous présenter toutes ces nouveautés. Vous verrez, il y en a pas mal, avec notamment une montre analogique qui fait aussi électrocardiogramme, Jérôme. Voilà, donc programme chargé. Puis on retrouvera en fin d'émission notre ami Fabrice Marcella qui viendra nous raconter les dessous du CES de Las Vegas. Et aujourd'hui, attention, on parle des soirées à Las Vegas. Donc autant vous dire que le programme est plutôt alléchant. C'est voilà. Parti pour ce troisième 01 Live. Merci d'être là. Voilà, tiens, on salue Jean-David Duhart et Pierre Thiolien qui manipulent les manettes, ouais, comme on dit, qui tiennent les caméras. Ils sont facile, hein. super en forme. Alors, deux fois, ils font comme ça. Ou alors, on ne sait pas trop, mais bon, c'est vrai que maintenant, on a créé un langage des signes avec eux. C'est ça qui est sympa. Alors, avant de parler télé, Jérôme, tes coups de cœur de ce CES, en tout cas... oui, voilà. C'est peut-être beaucoup dire, mais enfin... des petites news que tu as voulu nous présenter. Comme chaque jour, on essaie de vous faire un petit débrief de choses intéressantes. On aura des trucs plus rigolos à la fin tout à l'heure. Restez là. Hein. C'est très rigolo ce dont je vais vous parler. C'est de la voiture autonome. Excuse-moi, très gros morceau la voiture autonome. Bien sûr. Il y a plein de choses qui se passent ici à Las Vegas. Et moi, je suis allé faire un tour sur le stand du japonais Clarion. Clarion, acteur historique de l'équipement audio dans la voiture. Et aujourd'hui, ils font des équipements pour les véhicules autonomes. Et alors, regardez cette démonstration. Ben, c'est tout simple. Mettez-vous dans la situation. Vous êtes dans un centre commercial. Vous avez garé votre véhicule. Vous venez de faire vos courses. Vous avez les bras chargés de paquets, mais il pleut. Votre voiture est à l'autre bout du parking, très très loin. Et pas là, de problème. tu sanglotes, bien évidemment. T'es pas content. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors ton smartphone, tu lances l'application, tu appuies sur un bouton et ta voiture va sortir de sa place de stationnement et venir te rejoindre et venir te chercher. Elle y va doucement quand même, hein. Elle est un peu... Alors effectivement, je me suis fait... On dirait toi qui conduis en fin de soirée le samedi. En fin de nuit, ouais. Tu y vas beaucoup plus lentement. Non, c'est pour des raisons de sécurité, tu t'en doutes. Parce que la sécurité ici à Las Vegas, en plus, attention, hein, tout est très très contrôlé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Évidemment. Mais tu vas voir que le véhicule, alors si on prend le temps de le suivre, en effet, le véhicule, il fait une manœuvre, il fait une marche arrière. Ah non, mais je vois bien. Attention, parce que... Il est un peu lent, quoi, c'est tout. Tu sais qu'une Tesla, tu peux la faire avancer, reculer avec ton téléphone déjà. Oui, tout à fait. Celle-là, elle fait une manœuvre. Oui, elle fait ça toute seule. Toute seule, et en plus, parce qu'elle a cartographié le parking, l'endroit où elle se trouve, en arrivant. Tu n'as rien fait de spécial, c'est elle qui a compris où elle était, où tu étais. Là, c'est un piéton qui passe. À la dernière minute, évidemment, elle s'arrête, hein, automatiquement. Ah oui, c'est acteur studio, hein. Le gars, il a un rôle important quand même dans la vidéo. Regarde, il a un rôle très important, il a les mains en l'air pour montrer qu'il ne touche pas au volant, c'est le véhicule qui avance tout seul. Voilà, c'est ça la voiture autonome. Est-ce qu'elle remplit aussi, est-ce qu'elle vide ton caddie et le met dans le coffre, la voiture? Alors, je ne crois pas. Ça, c'est dommage. C'est une bonne question, mais malheureusement non. Mais ça arrive quand, ça?
ça? Mais la voiture autonome, ça va se mettre en place petit à petit. Hein. Non, mais cette fonctionnalité, on n'a pas d'infos. Clarion est un équipementier, donc tout dépend des constructeurs qui décideront d'adopter ce type de technologie. Mais c'est bizarre parce que Clarion, on les attend dans le son, pas dans la voiture autonome. Et bien voilà, je t'apprends aujourd'hui que Clarion fait également ce type de produit. Alors attention, ils ne sont pas tout seuls. Il y a une concurrence extrêmement féroce ici pour ce type d'équipement. Il y a les Français Valeo, il y a plein de gens, etc. Mais bon, c'est amusant, c'est intéressant. Est-ce que tu veux que je te parle à nouveau de Clarion? Oui. Voilà, on y est, on va y rester sur le stand de Clarion avec toute autre chose. C'est pas tes cousins? Pas du tout, pas du tout. Évidemment. Mais moi j'aime bien aller chercher les exposants qui sont très très loin. J'ai beaucoup marché pour rejoindre ce stand. Voilà, je suis sorti un peu des sentiers battus. On parle d'audio et de musique à bord d'une voiture. Eh bien, ils ont mis au point un système qui permet de diffuser de la musique sans haut-parleur. Uniquement avec, alors deux choses, cet appareil là, c'est un système qui fait vibrer l'air ambiant du véhicule contre le pare-brise pour produire les basses, et ces petites choses sur le tableau de bord, ce sont des tweeters qui servent évidemment, comme leur nom l'indique, aux aigus et aux médiums et qui font vibrer le tableau de bord pour produire la musique. Dis-moi juste une petite précision, ces tweeters là, je sais ce que tu vas me dire. Non, ces Twitter-là ne servent pas à tweeter. Non, mais voilà, je voulais faire cette petite blague, je l'ai faite. Elle est bien, elle est bien. Twitter, c'est le nom historique des petits appareils, des haut-parleurs dédiés à l'aigu, aux aigus dans les enceintes. Là, ils sont posés sur le tableau de bord. Évidemment, l'intérêt, c'est de les intégrer. On ne les voit plus. Et l'intérêt global du système, c'est que ça fait un son d'une qualité exceptionnelle. J'ai entendu, c'est un son magnifique. Deuxièmement, on gagne de la place dans la voiture. Plus besoin d'avoir des gros haut-parleurs dans la portière. Donc, tu peux avoir des espaces de rangement plus grands. D'accord. Et troisièmement, ça coûte pas très cher. En plus. Pas mal. Et ça arrive quand là aussi? On ne sait pas trop. Ils sont en train de le présenter, voilà, que les constructeurs intéressés pourront l'implémenter dans leur véhicule. Voilà, vous restez avec nous, on a d'autres petits coups de cœur tout à l'heure en fin de 01 Live. Merci en tout cas d'être avec nous, on est en direct. Il est 11h07 ici à Las Vegas et 20h07 en France. On enchaîne avec la télé? On enchaîne avec la télé avec nos deux invités de marque qui ont bien voulu nous rejoindre ici sur le stand de 01net TV. Tout d'abord, Jérôme Pinton de LG. Bonjour. Bonjour Jérôme. Merci de nous recevoir. Mais c'est avec plaisir. Et puis Eric Novell de Panasonic. Bonjour messieurs. Qu'on ne présente plus. Alors, la télé, on a évoqué les nouveautés Samsung. On a parlé aussi de la nouveauté LG. C'était le premier jour dans ce 01 Live. C'est un peu l'innovation vedette du salon. C'est vrai. Alors Eric, il y a pas mal de trucs sympas chez Panasonic, mais c'est vrai qu'on a l'impression que en ce moment. LG fait un peu le gros buzz d'LG. Le gros buzz avec cet écran enroulable. On va en parler d'ailleurs peut-être tout à l'heure parce qu'il y aura peut-être une réponse de la part de Panasonic. Mais Jérôme, présentez-nous un peu cette innovation, cette télé enroulable qui fait sensation au CES. Alors en effet, on est extrêmement fiers cette année de pouvoir présenter au CES pour la première fois le premier téléviseur OLED enroulable qui va s'appeler le LG Signature OLED TV Air. Air comme rollable, mais Air comme révolutionnaire parce qu'on est clairement sur un produit rupturiste qui va changer le marché de la donne de la télévision dans les années à venir. Donc on est vraiment très fiers de pouvoir annoncer ça cette année au CES. Alors voilà, on le voit. Alors on explique ce que c'est. On explique ce que c'est. Donc il y a un meuble qui lui ne s'enroule pas, hein, c'est un meuble normal, d'accord. Qui fait quoi? Qui est pas très haut, donc hein, il fait 30 cm, 20 cm de haut, c'est ça? C'est un meuble qui fait 20 cm de haut en effet, dans lequel l'écran va venir se dérouler ou s'enrouler. Vous pouvez voir à l'écran qu'il y a des bras qui permettent de mettre le système en route, et derrière l'écran il y a des petites bandes en plastique qui permettent de faire en sorte comme si c'était un store qui s'enroule et qui se déroule. Oui, c'est un store en fait, la dalle est automatique. Collée sur le store, c'est ça hein? Exactement. Et après, le téléviseur se déroule en 3 modes. Quand il est fermé, comme vous pouvez le voir ici, on appelle ça le mode Zero View. Et dans la base du téléviseur, il y a un système sonore Dolby Vision virtuel 4.2 pour une puissance de 100 watts qui permet de diffuser de la musique par Bluetooth sur votre smartphone. Donc c'est une chaîne hi-fi quoi, on va dire. C'est un système de son. C'est un système de son. C'est un système de son qui permet d'utiliser le téléviseur quand il est éteint. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le système Line View où l'écran se déploie à environ 25% de sa hauteur avec plusieurs modes qui sont activables pour écouter de la musique, toujours en connectivité Bluetooth via son smartphone. Et il y a aussi d'autres modes pour afficher l'heure, la météo en connectivité aussi, le mode frame pour afficher des photos aussi que vous pouvez passer sur cette bande télé via votre smartphone, et aussi un home dashboard qui permet d'afficher tous les appareils connectés parce que c'est un produit qui embarque aussi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un produit très important chez nous cette année, et c'est un produit qui, comme tous nos produits OLED, embarque la technologie LG Sync UI, qui est la technologie propriétaire de LG, mais aussi Google Assistant qui a été rendu compatible sur les télé
chez LG en fin d'année dernière, et Amazon Alexa, qui est la nouveauté en 2019 en termes d'intégration de solutions d'intelligence artificielle. Quand vous parlez d'intelligence artificielle, c'est-à-dire reconnaissance vocale, assistant vocal, hein, c'est ça? Reconnaissance vocale, mais pas que ça. L'intelligence artificielle, c'est aussi du deep learning. C'est aussi apprendre de vos habitudes et de vos consommations télé pour pouvoir vous proposer de nouvelles habitudes. Si vous regardez une série tous les jours à 18h et qu'un jour vous êtes sur une autre chaîne, votre télé va pouvoir vous proposer et vous dire « Hey, tu es en train de manquer la série que tu regardais habituellement, est-ce que tu veux la démarrer ?» C'est aussi apprendre de ce que fait le consommateur. En live, Jérôme. On regarde des séries encore en live, on regarde des films. Il y en a encore, hein. Il y a encore de la consommation de TV en live. Alors bon, c'est une vraie prouesse technologique ce type d'innovation, Jérôme. C'est une vraie prouesse technologique. C'est pas votre premier écran en roulable, hein, vous en avez déjà montré. Je crois que l'année dernière, il y avait déjà cette télé qui était montrée. Oui, alors, un prototype. L'an dernier, ce qui était montré sur le CES, c'était un prototype de LG Display pour montrer que la technologie était maîtrisée. Aujourd'hui, la différence qu'on a cette année, c'est qu'on présente un produit fini, un produit commercialisable, vu qu'il va sortir au second semestre 2019. Donc là, clairement, on a un produit fini avec le système de son, l'intelligence artificielle, au-delà de la technologie OLED qui permet de rendre ces écrans. Alors pour cette tâche, pardon, vas-y, je t'en prie. Il sortira en France. Il risque de sortir en France au second semestre. Et on a une idée du prix? Pas encore, on communique pas encore sur les idées de prix, on aura encore un peu de travail à faire. Il y a des bruits qui circulent, on parle de bruits, en effet. 8, 10, 15 000 euros quand même. Hein. En gros, pour acheter cette télé enroulable, il va falloir dérouler le chéquier. C'est ça, on peut le dire. Ça va être un produit haut de gamme en effet. Ouais. Éric Novell, vous pouvez applaudir l'innovation d'LG ou... Sur le prix ou sur la technologie? Non, c'est... Qu'est-ce qu'il est taquin? Non, mais c'est remarquable. C'est un joli produit. Oui, c'est remarquable. Et je pense que en fait, ce salon-là, je le trouve très intéressant par rapport aux autres années. On retourne sur l'écran en général sous des formes totalement multiples. Donc celui-là est un nouveau concept qui est finalement comment faire disparaître la télé qui devient de plus en plus grande. Parce que les gens veulent plus grand, un écran plus grand. Ouais. Et là, il y a des multitudes de réponses. Samsung a choisi un autre parti, c'est celui de transformer le téléviseur en tableau. Voilà, alors il peut y avoir le tableau, il y a quelque chose que Panasonic a présenté depuis 2 ans, et je pense que c'est là-dessus qu'on travaille plus que des écrans roulables, c'est des écrans transparents. Parce que finalement, quand on déroule l'écran, il reste de toute façon noir, donc il faut le rentrer, le sortir à chaque fois. C'est une des possibilités. Un écran transparent habillera plus à l'intérieur, on est dans la déco, etc. Je pense que l'avenir est aussi là-dessus. Ouais. Il y a énormément de produits, sans parler uniquement de Panasonic, qui en montent sur son stand, mais il y a beaucoup de projections multiples, 4K, 8K, en focale courte. Donc la possibilité d'avoir des écrans géants chez soi et finalement de le cacher. On rappelle ce que c'est la focale courte, Eric, parce que vous en avez aussi chez LG. Bien sûr, il y en a dans beaucoup de stands. C'est la possibilité d'avoir un vidéoprojecteur qui se trouve entre 10 cm et 1 mètre du mur, donc quasiment invisible, et vous permet d'avoir une diagonale de 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Finalement, la limite est plus votre mur que le produit lui-même. Avec une très bonne qualité d'image. Avec une excellente qualité, des produits qui intègrent également du son. Donc on voit sur ce salon une multitude de solutions écrans. Et puis aussi des écrans dans les véhicules, un petit peu partout, sur les véhicules autonomes. On parlait tout à l'heure de Clarion qui propose une voiture qui se gare tout seul, mais il y a plein d'autres solutions. Ah oui, bien sûr. Bah oui, et notamment là, alors sur sur le stand de Panasonic, il y a une voiture. D'ailleurs, je crois qu'il y en a 2, hein, il y a 2 voitures sur votre stand, et il y en a une qui est assez intéressante. On rentre dans la voiture pour regarder un film. Mais alors, une salle de cinéma roulante en fait. C'est Happy Days. C'est ça. C'est-à-dire que admettons, Jérôme, je t'attends, tu fais du shopping, je t'attends, et tu es long parce qu'il est très long quand il fait du shopping. Hein, si vous voulez. Voilà, et donc moi, je suis dans la voiture, je l'attends, j'ai fait tous mes mails et tout ça, voilà. Je peux regarder un film sur le pare-brise. Mais apparemment, les gens qui passent dans la rue aussi peuvent regarder le film, c'est ça? Oui, mais ils le voient à l'envers, donc. C'est un drive-in, oui. Non, c'est c'est vrai qu'en revanche, c'est pas très confidentiel. C'est-à-dire que je peux pas regarder n'importe quoi. Là, on est sur en fait un vidéoprojecteur qui, en plus, pour montrer dans le show qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la voiture, on projette sur l'écran. Donc, bien entendu, une démonstration. Voilà, c'est une illustration. C'est pas de montrer le film aux gens dans la rue. L'objectif, c'est de pouvoir, sur votre pare-brise, de manière confidentielle, projeter ce qu'il y a sur votre contenu de smartphone. Donc là, on est sur une scénarisation cinéma, type drive-in. Il y a toute la partie sonore, tu en parlais tout à l'heure, qui est à l'intérieur. On est sur de la 3D en termes de son, c'est fantastique, avec des tout petits haut-parleurs. Et finalement, transformer un véhicule dans lequel on va passer beaucoup de temps en multimédia, salle de cinéma, tout ce qu'on veut. Donc,
multitude de possibilités de projection d'image. Ça, c'est uniquement de la démonstration technologique ou bien il y a des... C'est ça, hein, oui, c'est de la démo. On pense développer ce genre. Finalement, c'est une extrapolation de la visée haute dans un véhicule, mais sur une surface beaucoup plus large et en multimédia. Bon, bah en tout cas, la voiture autonome, elle est prête pour le divertissement. On en parlait hier, Jérôme. On a encore un exemple flagrant là. Hein. C'est assez sympa. Hein. Ça va complètement changer notre manière d'être transporté, en fait. Jérôme, juste un mot sur la projection courte focale. Il y a aussi un très beau projecteur courte focale qui est 4K, hein, je crois. Ici à Las Vegas. En effet, sur votre stand. En effet, on présente à l'occasion de ce CES un projecteur Cinebeam laser 4K à très courte focale, qui a la particularité, comme l'a dit Eric, d'avoir une projection impressionnante à très courte distance, vu qu'à 18 cm du mur, il permet d'afficher une diagonale de 120 pouces, donc plus de 3 mètres de diagonale en qualité 4K. Et à 5 cm du mur, une diagonale de 90 pouces, ce qui est vraiment extrêmement impressionnant. C'est un produit qu'on est aussi très fiers de présenter et qui sera commercialisé aussi en 2019 chez LG. Et vous avez le prix ? Non, plus. Non plus. Trop tôt pour parler de prix chez nous en début d'année. On annonce les prix pays par pays quand on se rapproche de la commercialisation. Mais à la louche du 4K, ça va être au moins 3-4 000 euros, non ? Je fais pas, on peut pas donner de fourchette encore aujourd'hui de prix. Vous avez des prix, vous, chez Panasonic ou... Aujourd'hui, c'est donné, on vous le donne. Une solution abordable est on est plutôt sur des solutions Full HD. Pour le 4K, c'est quand même il y a un vrai gap hein, finalement au niveau des vidéoprojecteurs entre le Full HD et la 4K. Un gap en termes de prix, un gap en termes d'encombrement de l'appareil aussi. La télévision est un marché beaucoup plus large, donc forcément les investissements sont plus importants en télé. Le développement de la technologie est plus rapide et après c'est décliné sur des marchés un petit peu plus confidentiels. Mais c'est vrai qu'on a des produits plutôt dans ces zones de prix que vous annoncez. Très bien. Alors on va quand même parler de la télé présentée par Panasonic pour ce CES. Parce qu'évidemment vous continuez l'OLED, etc. C'est quoi la nouveauté en termes de télé chez Panasonic ? Alors chez Panasonic on a choisi de montrer une télé qui est on va dire commercialisable rapidement et qui va embarquer toutes les technologies. Alors déjà on est sur le premier téléviseur qui ne rentrera pas dans le débat des formats puisque on a un OLED qui va à la fois être compatible HDR10+, on va dire pour faire simple, l'optimisation d'image en HDR et Dolby Vision. Qui étaient deux formats qui étaient en concurrence et qui équipaient soit l'un soit l'autre des acteurs du marché. Aujourd'hui on rentre sur un produit qui est compatible sur ces deux formats donc pour pouvoir recevoir une image optimale sur nos téléviseurs et pour la première fois et je crois qu'on est les seuls à le montrer sur ce stand, intégrer le Dolby Atmos sur la télé. C'est-à-dire alors le Dolby Atmos c'est une solution que l'on trouve pour l'instant sur plutôt des barres de son qui délivrent un son cinéma fantastique avec un système de réverbération sur les murs, etc. C'est absolument efficace. Et là on l'intègre sur la dalle. Donc on n'a pas besoin de gadgets tout autour. Pas besoin d'équipement additionnel sur la télé. Vous avez un home cinéma avec un écran ultra plat. Parfait. Super. Alors il y a une autre chose, messieurs, une autre info là qui nous titille un peu au CES. C'est l'accord qui a été annoncé, alors pas par vous, mais par Samsung, un accord avec Apple. Certains produits Apple, enfin iTunes, les contenus Apple vont pouvoir se retrouver nativement sur le téléviseur, certains téléviseurs Samsung. Qu'en est-il chez vous, Jérôme Pinton, du côté d'LG ? Puisqu'Apple, on rappelle, c'est la forteresse imprenable, on va dire. Exactement, Apple est en train de s'ouvrir et chez LG aussi, sur nos gammes Télé OLED 2019, il y aura la compatibilité AirPlay 2 pour pouvoir diffuser des contenus audio et vidéo depuis son smartphone directement sur les télés et aussi la compatibilité HomeKit pour pouvoir commander des appareils connectés aussi depuis son iPhone. Exactement, Siri en l'occurrence pour l'iPhone. Donc c'est une vraie nouveauté qui nous permet, en plus de la compatibilité Amazon Alexa et Google Assistant, d'être vraiment dans une stratégie d'ouverture totale pour que tous les personnes ne puissent pas être enfermées dans un écosystème Apple ou LG ou une autre marque. Le but c'est de simplifier la vie du consommateur et faire en sorte que tous les appareils soient interconnectés, interopérables les uns entre les autres. Samsung va plus loin avec une appli iTunes qui sera installée sur la télévision. Est-ce qu'on pourra télécharger de la même manière cette appli iTunes sur les télé LG ? Pour l'instant, non, c'est pas annoncé de notre côté. Nous, on est uniquement pour l'instant sur la compatibilité AirPlay 2 et HomeKit.
Eric, nouvelle Panasonic, On reste compatible Google et on pense qu'à partir du device, vous avez un direct mirroring sur vos écrans ou du DLNA. Finalement, on arrive à la même solution avec une simple connexion, mais forcément, c'est une bonne chose pour l'industrie. Ça fait avancer les partenariats. Je pense que c'est. Mais est-ce qu'Apple discute, vous discutez avec Apple là-dessus parce que bon, c'est même pas en plus une exclusivité. On voit que c'est chez Samsung, LG, Sony. Voilà, donc il y a peut-être une volonté aussi d'Apple de s'ouvrir à tous les constructeurs. Oui, une volonté forcément de s'ouvrir. Après, il y aura peut-être des upgrades possibles. Faut aussi, c'est assez nouveau. Il faut qu'on travaille le sujet. Très bien. On a un prix sur la télé Dolby Atmos que vous allez sortir. Ça dépend des tailles, mais entre 4 000 et 5 000 euros. 4 et 5 000 euros. D'accord, parfait. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous. Bon salon. La télé, voilà, c'est vrai que c'est un rendez-vous quand même important. Hein. Il y a beaucoup d'innovations. Ah oui, le CES, ça reste quand même l'un des rendez-vous majeurs pour l'industrie des écrans, comme vous le disiez, Eric, au-delà même du téléviseur à proprement parler. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Bonne fin de CES. On va poursuivre ce 01 Live dans un instant. Je vous rappelle que vous pourrez réagir avec le hashtag 01 Live, bien évidemment. À tout de suite. Alors à suivre dans ce 01 Live, eh bien on va retrouver plein de choses intéressantes. Nous aurons Eric Carrel dans quelques instants, qui est en fait le patron et le fondateur de WeSings. Il s'installe sur ce studio et dans un instant on va découvrir ses nouveautés. Nous aurons aussi Fred Potter qui sera là, qui est lui, vous le savez, le spécialiste de la maison connectée. Il nous présentera en fait son portier vidéo. Et puis nos coups de cœur aussi, hein, Jérôme, Fabrice Marcella sera là pour nous faire vivre le off de ce CES de Las Vegas, avec entre autres un truc de dingue. Il va nous faire vivre les soirées de Las Vegas, parce qu'on vous montre toujours le côté on, mais il y a aussi le côté off du CES. Et c'est pas triste. Et les soirées, c'est quelque chose d'assez sympathique. Fabrice nous racontera tout à l'heure. On est très heureux d'accueillir notre invité Eric Carrel. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eric, merci d'avoir accepté notre invitation, parce que je sais que vous êtes très sollicité durant ce salon. On court tous c'est pour ça, donc on apprécie grandement votre présence là. Eric Carrel, qu'on ne présente plus, c'est, on va dire, vous êtes le fondateur et le patron de WeSings, l'une des pépites de e-santé française, hein, quand même. Absolument, spécialisé dans les objets connectés pour la santé, avec un parcours incroyable. Vous avez revendu votre société à Nokia, vous avez racheté votre société à Nokia. Bon, on va pas parler de business, on va parler produits, on va parler innovation. Qu'est-ce que vous présentez ici à Las Vegas cette année, Eric? Eh ben, on est heureux d'y revenir pour présenter en fait 3 nouveaux produits qui marquent notre stratégie dans le domaine de la santé toujours plus profond. Donc dans ces 3 produits, il y en a 2 qui concernent vraiment profondément la santé. Cette montre qu'on appelle Move ECG qui mesure un électrocardiogramme. Donc simplement en posant mon autre main dessus, je peux déclencher la mesure d'un électrocardiogramme qui va être... Ça c'est complètement nouveau sur une montre connectée. Nouveau. Alors ça a été annoncé par Apple sur la nouvelle Apple Watch, mais c'est pas disponible en France. C'est pas disponible en France. Vous êtes du coup le premier en France à proposer ça. On le présentera dans quelques mois. On est en phase de qualification médicale. Et ce qui est intéressant, c'est l'autonomie de ce produit, puisqu'on a 363 jours de plus d'autonomie que notre concurrent, puisqu'on a une autonomie supérieure à 1 an. Oui, parce que vous, c'est une vraie montre, ce n'est pas un écran. Nous, c'est une vraie montre avec la disponibilité permanente de l'heure et de l'activité physique, et en plus cette capacité de faire d'autres types d'enregistrements. Et ce qui est vraiment très intéressant dans le cadre de l'ECG, c'est que les fibrillations auriculaires, donc qui sont les facteurs qu'on essaye de détecter, sont des phénomènes intermittents. Et donc c'est pas en allant chez le médecin que vous allez les rencontrer, c'est quand vous sentez une douleur qu'il faut faire cette mesure. Et du coup, c'est très important d'avoir toujours quelque chose au poignet. Donc ça, c'est le premier produit. Vous êtes en train de nous dire que c'est presque plus fiable qu'un examen chez le médecin? Oui, c'est un moyen essentiel pour pouvoir montrer au médecin que vous avez quelque chose de nouveau à détecter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une montre qui a un prix de 69 €, donc avec une autonomie de 18 mois. Donc vraiment, cette faculté d'accompagner l'utilisateur sans lui demander d'effort pendant longtemps. Et le troisième produit, donc c'est ce tensiomètre. Alors pardon, juste un petit... Vous avez dit quand même quelque chose qui est important. Vous attendez encore une validation médicale, une homologation. Sur la première montre, oui. C'est acquis ou il peut... C'est en cours, c'est le process. Parce que c'est délicat, ça. Oui, mais on en a déjà
fait plusieurs, oui. Vous tirez la bourre avec Apple ou pas pour cette autorisation? Parce qu'Apple l'attend aussi. Je ne sais pas où est Apple. Apple là aux États-Unis. Nous, on est en cours aux États-Unis, on est en cours en Europe. En termes de précision d'électrocardiogramme, on est au même niveau que l'Apple Watch avec votre système? Oui, en fait, c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme de test via la FDA et le CE. Donc effectivement, c'est le même type de précision. Tout à fait. D'accord. On est en train de révolutionner la santé, non, avec ce type d'objet? Oui, Eric. on est en train de révolutionner la santé alors à deux niveaux. Un premier niveau, c'est cette capacité d'aller toujours plus profondément dans des mesures médicales. Et le deuxième niveau sur lequel on travaille aussi depuis le retour de WeThings, c'est cette capacité de motiver la personne. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire des mesures profondes, il faut aussi travailler comment on revient vers la personne avec une motivation. Très bien. Voilà. Et troisième produit, donc c'est ce tensiomètre. Vous savez qu'un tiers de la population dans les pays développés est hypertendue. Et donc la tension, ça ne se mesure pas chez le médecin, ça se mesure chez soi. Alors le fait d'être hypertendu, c'est avoir une tension élevée, d'accord? Exactement, c'est d'avoir une tension élevée. Conséquence du mode de vie, hein. Suralimentation, sédentarité. Voilà, pas de sport, voilà. Ouais. Et donc ça, Oui, on sait de quoi on parle, hein, visiblement. Écoute, non, moi je suis pas hypertendu, peut-être toi, mais je te le souhaite pas. Moi, oui. Non, mais c'est enfin, c'est vrai. En tout cas, c'est quelque chose qui est devenu malheureusement banal, hein, d'être hypertendu. Voilà. Et associé à l'hypertension, il y a des risques deux autres risques cardiovasculaires qui sont ce qu'on appelle les valvulopathies, les dysfonctionnements des valves du cœur, et les fibrillations auriculaires, ce que j'ai déjà expliqué pour l'électrocardiogramme. Et donc ce tensiomètre fait ces trois mesures en même temps: tension, stéthoscope numérique qui permet d'écouter les valves et donc de voir si on a une valvulopathie, et puis mesure d'électrocardiogramme. Mais c'est dingue parce que, enfin, avant, pour faire ce type d'examen, on allait chez le cardio, ça prenait de longues minutes, enfin c'est assez compliqué. Et surtout, vous n'alliez pas chez le cardio parce que vous alliez chez le cardio quand vous aviez déjà un sentiment que le cœur ne fonctionnait pas, et c'était trop tard. Ouais. Là, vous avez cette capacité de faire la mesure chez vous et d'être prévenu qu'il y a une certaine attention à porter à la chose. C'est la suite, c'est votre troisième, hein, je crois, tensiomètre connecté. C'est le troisième tensiomètre, tout à fait. C'est utilisable véritablement par tout un chacun. Par n'importe qui, comme il est connecté. Parce que, excusez-moi Eric, je vous coupe, mais toutes ces données, vous nous les interprétez malgré tout? Parce que moi, je vais rien comprendre. Je vais pas savoir que j'ai une tension tourbillonnée, que j'ai ma valve qui fatigue ou je sais pas moi. C'est effectivement un point très important. On a une appli qui va nous dire, bon attention, il y a quelque chose qui va pas. Alors, vous savez, depuis le retour de WeThings, on travaille sur deux choses. On a fait rentrer des médecins dans l'entreprise. Donc on a des médecins avec lesquels nos ingénieurs discutent tous les jours pour aller plus profond dans cette partie médicale. Et on est en train de faire entrer des sociologues, des psychologues et des littéraires parce que effectivement ce côté motivation nécessite de prendre en compte le fait qu'on s'adresse à un être humain. On ne s'adresse pas à une machine. Oui, bien sûr. Même si c'est le sujet de la santé, on sait que même dans ce capital qui est le plus important pour nous, si on n'est pas motivé, on abandonne les choses, et donc il faut travailler cet aspect-là. C'est pas anxiogène tout ça? Justement, est-ce que je vais pas stresser avant de mettre ça, avant d'appuyer sur le bouton et de se dire oh là là, qu'est-ce qui va se sortir? Est-ce que je suis pas trop hyper tendu? D'autant que c'est compliqué, on peut avoir de la tension parce que justement on est stressé de faire ce type d'examen, non? Mais vous savez, les personnes qui ont un tensiomètre à la maison, elles ont déjà été détectées hyper tendues, et donc elles vivent déjà avec ce stress. Et quand vous avez cette inquiétude-là, mais ça c'est destiné à ces gens-là? Au contraire, la mesure vous rassure. D'accord. Oui. La mesure parce qu'on a l'habitude de faire de prendre l'attention en fait. Au bout d'un moment, on dédramatise, quoi. D'accord. Très bien. Fred Potter nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Monsieur Potter. Bonjour Monsieur Potter. Le patron de Netatmo. On a plein de choses à. Non, je suis plus le patron de Netatmo. Ah, pardon. Et oui, c'est vrai. Non, mais vous êtes le fondateur de Netatmo, ça je peux le dire. En revanche. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la e-santé, Fred Potter? C'est un sujet que je connais un peu. Bien sûr. Voilà, j'ai travaillé 3 ans. Vous connaissez bien, oui. Ce sujet-là. Voilà, alors nous on est dans un monde très différent puisqu'on est sur le sujet de la maison connectée. On va en parler tout de suite, oui.
Non, mais c'était juste une petite remarque sur la e-santé. On est, enfin, avec des boîtes comme WeThings, on est vraiment dans l'excellence de ce qui se fait. Est-ce que on est dans le début d'une aventure qui va révolutionner en fait la santé, à votre avis? En fait, je sais pas. Je dois dire que c'est un sujet que je regarde pas depuis de nombreuses années, donc je pense pas être capable d'avoir un avis pertinent. D'accord. Vous n'avez même pas une petite montre qui de temps en temps vous fait, vous surveille votre. J'ai pas de montre. Vous n'êtes pas hyper tendu, tout va bien. J'en fabrique pas, je suis pas obligé d'en porter, donc c'est très bien. Et puis porter un thermostat connecté, c'est pas facile tous les jours sur soi. Non, exactement. Par contre, effectivement, chez moi, j'ai absolument tous les produits Netatmo. Ah bah ça, j'imagine. Évidemment. Alors, on en parle. Bien sûr. On libère Eric Carrel, peut-être. Oui, Eric, merci d'avoir été avec nous. Et bah voilà, on va tester tout ça très bientôt. Merci Eric Carrel. Fred, donc, un portier vidéo, c'est la grosse nouveauté. C'est pas un portier, c'est une sonnette. Ah, pardon. Ah, quelle différence? Alors, la différence entre le portier et la sonnette, c'est le portier, c'est quelque chose que vous mettez en bas de l'immeuble dans le logement collectif. C'est quelque chose que vous mettez sur le mur de votre immeuble et qui va contrôler la porte de garage et le portillon. Oui. Ces produits-là, on en a des versions connectées dans le groupe Legrand depuis... Puisque Netatmo, il faut le rappeler, vient d'être racheté par le groupe Legrand. Exactement. Et donc nous, ce qu'on vient rajouter, c'est une sonnette connectée. Donc la sonnette, c'est un objet que l'on met à la porte. Donc j'en ai amené une et qui vient remplacer le bouton de la sonnette. Donc typiquement, vous allez avoir un portier en bas de l'immeuble et vous avez une sonnette à la porte de votre appartement. Si vous êtes en maison individuelle, vous allez avoir une sonnette si la porte de votre maison donne dans la rue. Si vous avez un mur de séparation avec un portillon, vous avez un portier. Voilà, c'est la différence entre portier et sonnette. Et chez Legrand, donc on a tout, la gamme, la sonnette qu'on vient rajouter cette année, donc il y a la nouveauté Netatmo, et des portiers donc pour les logements collectifs et les maisons individuelles. Oui, parce qu'il y a plein de cas de figure différents en réalité. Exactement. Et, le monde du bâtiment, c'est un monde finalement où il y a énormément de références, énormément de produits pour s'adapter à tous les types de bâtis. Donc ça, cette sonnette, je la mets où? À l'extérieur de ma porte? Vous la mettez sur l'extérieur de votre porte, vous remplacez le bouton. Ou alors tu la mets à l'intérieur, mais ça sert pas à grand chose. Enfin, voilà, là on est d'accord. Que les choses soient très claires, François Sorel. Que les choses soient claires. À l'extérieur de la porte. Voilà. Alors comme d'habitude, ce qu'on a fait, c'est des produits très simples à installer. Donc là, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'enlever le bouton de la sonnette, porte, de prendre les deux fils et de les brancher dans cette nouvelle sonnette. C'est tout. Et le carillon que vous aviez à l'intérieur va continuer à fonctionner comme il fonctionnait avant quand vous appuyez ici. D'accord. Et vous allez avoir en plus une notification sur votre smartphone et vous allez voir sur votre smartphone la vidéo de la personne qui a sonné et vous allez pouvoir lui parler et écouter ce qu'elle a à vous dire. Et je vais le connecter en Wi-Fi donc. Ça se connecte en Wi-Fi. Ouais. Et le Wi-Fi marche parce qu'en fait, comme c'est de l'autre côté de la porte d'entrée, on peut imaginer que le Wi-Fi va passer de l'autre côté de la porte d'entrée, c'est ça? Exactement. Et ce qui est pour vérifier que vous avez bien le Wi-Fi à cet endroit, vous pouvez vous servir de votre smartphone pour vérifier qu'à l'endroit où vous allez poser la sonnette, vous avez bien une couverture Wi-Fi qui est déjà présente. Mais Fred, dans les appartements, par exemple parisiens, il y a un digicode en bas. Finalement, la personne, quand elle monte à l'étage et qu'elle sonne à la porte, on sait déjà qui c'est. Alors s'il y a un digicode, on ne le sait pas forcément. Et effectivement, il y a des codes, il y a des tas de pays dans lesquels il n'y a pas de code en bas. Et puis vous pouvez avoir un portier vidéo, Legrand par exemple, en bas de votre immeuble, ce qui va vous permettre donc d'avoir le suivi vidéo et en bas et à votre porte. Mais ça peut convenir également pour une habitation individuelle? Bien sûr, donc en maison individuelle, si votre porte donne directement sur la rue et que vous n'avez pas de portillon, vous pouvez utiliser ce produit. D'accord, très bien, super. Très bien. Alors ça c'est une première nouveauté. On peut se dire que ce qui serait bien, c'est que cette petite sonnette vidéo soit connectée à une serrure connectée. On peut la connecter à une serrure connectée déjà ou pas? Il y a des serrures connectées qui existent. Nous, c'est un sujet qu'on regarde. Ce qu'on annonce cette année au CES, c'est la sonnette qui vient compléter notre offre de produits de sécurité, puisqu'on a déjà des caméras d'extérieur, donc qui sont des projecteurs qu'on met en façade du bâtiment et qui vous permettent de voir ce qui se passe dans votre jardin, et des caméras intérieures, donc à reconnaissance faciale, qui vont vous dire lorsqu'un inconnu s'est introduit chez vous. Combien ça coûte? Moins de 300 €. Ça peut être 100 €, donc. Ça peut être 100 €, mais quand on dit si c'était moins de 200, on aurait dit moins de 200. Donc comme on dit moins de 300, il est probable. Comme vous m'avez taquiné tout à l'heure pour le portier vidéo, je vous taquine aussi, Fred. C'est pour ça, c'est de bonne guerre. Non, juste une question. Il y a quand même une sacrée aujourd'hui concurrence. Amazon a racheté Ring. Il y a pas mal de systèmes comme ça. Quel est, en 2 mots, à votre avis, ce qui vous différencie de la concurrence? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un produit sans pile, donc c'est un produit
qui s'alimente, donc on n'a pas à changer ses piles. Deuxièmement, il est compatible HomeKit, oui. Donc ce qui va permettre aux utilisateurs d'intégrer tout ça dans l'iPhone, de l'intégrer dans l'iPhone et sur l'ensemble de leurs appareils Apple. Et puis il est intelligent, c'est-à-dire qu'on a des fonctions d'intelligence artificielle qui vont vous permettre, par exemple, si quelqu'un vient à votre porte, en faisant de la détection de personne, de recevoir une notification même si la personne ne sonne pas. Fred Potter, vous êtes un expert de la maison connectée. Est-ce que la reconnaissance vocale et les assistants vocaux est un sujet pour vous qui va révolutionner l'ergonomie et les fonctionnalités de tous ces appareils que vous commercialisez? Alors nous, on croit, en ce qui concerne les interfaces utilisateurs, aux 3 mécanismes qui sont aujourd'hui sur le marché. Effectivement, on peut commander sa maison intelligente depuis un assistant vocal, on peut la commander depuis son smartphone et on doit aussi pouvoir la commander de manière traditionnelle comme on le faisait avant. Il est très important quand vous voulez allumer ou éteindre la lumière, on a un bouton. Que vous puissiez toujours le faire avec un bouton et que vous n'ayez pas que comme option la voix, parce que si vous êtes dans une pièce où il y a quelqu'un qui dort, vous ne voulez pas parler à Alexa pour ne pas réveiller la personne qui dort. Mais donc tout le monde... pense que les 3 cas d'usage sont complémentaires. La voix, effectivement, a permis au grand public de découvrir les bénéfices de la maison connectée, mais ce n'est pas la seule interface qui doit être présente dans la maison. On en fait un peu trop sur les assistants vocaux cette année au CES, à votre avis? C'est un vrai sujet. C'est un sujet dans lequel les géants, les GAFA, ont décidé de faire un champ de bataille. De manière à ce que, vous voyez, gagner des parts de marché dans la pénétration de la maison. Donc c'est pour ça que Google, Apple et Amazon travaillent très fortement sur ces sujets-là. Je reviens un instant sur le produit. Alors ça, c'est la nouveauté annoncée ici à Las Vegas. Mais désormais, Netatmo, vous proposez tout un écosystème de produits pour la maison. Hein. Exact. On a aujourd'hui 16 produits dans la maison connectée. On a toutes les solutions de chauffage pour tous les types d'énergie, les radiateurs électriques, le chauffage collectif. Alors pas les radiateurs électriques individuels. Alors si, maintenant on a... Là ça m'intéresse. On a plusieurs solutions sur le radiateur électrique. Vous en avez vendu 2 là. On en a 2. D'abord on a la solution Celian with Netatmo, donc d'appareillage électrique du groupe Legrand, qui permet donc de piloter entre autres les radiateurs électriques. Ouais. On a les radiateurs des marques RLEC, Noiro, Campa et Applimo qui sont nativement connectés que vous présentiez l'an dernier ici même. With Netatmo. Donc on a l'électrique, on a le chauffage collectif, on a la chaudière à gaz, le pellet, le fuel. On a vraiment aujourd'hui des solutions de chauffage pour toutes les énergies. Ouais. Et en solution de sécurité, caméra intérieure, caméra extérieure, les portiers du groupe Legrand, la sonnette vidéo qu'on vient rajouter, les détecteurs de fumée. Donc on a vraiment un assortiment de produits très complet. Très bien. Super. Fred, juste une dernière petite question sur le rachat de Netatmo par Legrand. Alors c'est une information économique, finalement ça ne change pas grand-chose pour les consommateurs. Ça se passe bien avec Legrand? Alors ça se passe très bien. C'est un super projet industriel. Nous on est très fiers d'avoir rejoint une boîte française. Ils étaient déjà actionnaires de Netatmo. Alors ils étaient actionnaires puisque lorsqu'on avait fait notre tour d'investissement en 2015, ils avaient participé aux côtés de la BPI que je vois là. À notre tour de financement. Donc pendant 3 ans on a travaillé ensemble, on a appris les forces et les faiblesses de chacun, ils ont appris ce sur quoi on était fort, nous on a appris à respecter les équipes techniques, les équipes commerciales, les équipes marketing et les équipes de direction, et donc ensuite assez naturellement le rapprochement s'est fait. Dernière question et on vous laisse, Fred. Énormément de start-up françaises, encore une fois cette année. Cette fameuse French Tech avec, on le disait, près de 400... près de 300 start-up. 300-400 start-up. Ouais. Quelle est votre analyse sur ce déferlement d'innovation à la française? Alors il y a 2 choses. D'abord, je trouve que c'est très bien qu'il y ait plein de startups qui se créent et qu'on ait un écosystème très vivant. Voilà, des fois, je dirais que je suis un peu surpris que certaines d'entre elles fassent le déplacement jusqu'à Las Vegas pour le CES, puisque le CES, comme son nom l'indique, c'est du consumer electronics. Donc si on n'est pas sur le domaine du consumer electronics, je pense qu'il y a d'autres endroits où il est mieux de montrer ces innovations. C'est quelques-unes des dérives aussi. On commence déjà à murmurer qu'il y a des dérives de la French Tech, qu'il y a peut-être trop de start-up, que cette présence française est peut-être un peu surdimensionnée. Ce qui est important dans le business, c'est de durer. Et
le fait de venir à Las Vegas, qui est un budget que vous allez allouer à cet événement plutôt qu'à autre chose. Ouais. Et donc il faut savoir si c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire de votre argent. Voilà, je pense qu'il y a certaines sociétés qui viennent ici pour lesquelles c'est pas le cas. Il y en a d'autres comme nous, comme WeThings qui était là, pour lequel c'est central, dans lequel ça rythme. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de nouvelles. Il y a vous, il y a WeThings, vous disiez, il y en a encore quelques-unes. Il y a SixFox, enfin voilà. Mais on cite toujours les mêmes. Il n'y en a pas de nouvelles qui sont en train d'émerger. Alors moi, j'ai pas encore fait mon tour de l'Eureka Park, j'ai pas vu. Non, mais depuis toutes ces années, voilà, depuis 2-3 ans. Voilà, c'est dur le consumer électronique, c'est très dur, c'est un business dur, c'est brutal, la compétition est brutale, les besoins en financement sont conséquents, c'est dur. Voilà, mais vous avez le sourire. Cœur de Fred Potter. C'est dur, d'accord. C'est quoi une journée de Fred Potter au CES? Rencontrer des nouveaux clients. Hier, j'ai pas petit déjeuner, j'ai pas déjeuné, donc c'était la vrai course. Ouais, c'est vraiment dur. Alors là, je compatis. Vous dormez un peu quand même? Oui, ça j'arrive à très bien dormir. Bon, très bien. Merci Fred Potter. Merci de nous avoir accordé quelques minutes parce qu'on le disait, vous avez un emploi du temps très très chargé. Merci de nous être fidèles comme chaque année. On va revenir sur la e-santé avec Caroline Niquez, qui est la directrice de l'innovation du Crédit Agricole Assurance, parce que justement tout à l'heure on a parlé de e-santé, Jérôme, et on va voir, parce que tout ça est en train un peu de bouleverser la e-santé, notre relation avec les assurances aussi. Et alors vous allez regarder un reportage d'Adrien Branco sur une innovation qui est présentée ici à Las Vegas, qui est française, et qui est un capteur pour détecter les niveaux de pollution, analyser l'air et évidemment donc se protéger contre les risques liés à cette pollution urbaine. Regardez. De nombreuses personnes comme vous connaissent Yuka, l'application qui permet de savoir ce qu'il y a dans ce qu'on va manger. Eh bien Mirsen, c'est le petit boîtier, le Suricate Sentinel qui va vous permettre d'évaluer la qualité de votre environnement. Alors, c'est un boîtier modulaire dans lequel on va pouvoir glisser différents capteurs pour mesurer la qualité de l'air, pour mesurer les nuisances sonores, pour mesurer tout un tas d'éléments, qu'ils soient basés sur des capteurs ou qu'ils soient basés sur des données. Alors pourquoi ne pas faire un boîtier qui soit capable de tout faire? Eh bien tout simplement parce qu'il faut laisser un peu de place au capteur. L'explication, elle est là, c'est que chacun de ces boîtiers est capable de mesurer un certain type de particules. Ici, on a les PM2.5, c'est-à-dire les particules qui sortent des pots d'échappement. Et comme vous pouvez le voir, cela demande beaucoup d'espace. C'est pour ça que Mersens a dû développer différents types de modules, différents types de capteurs. Des capteurs que vous allez acheter selon vos besoins. Tout le monde n'est pas asthmatique, tout le monde n'a pas des intolérances au gluten et tout le monde n'a pas nécessairement dans son environnement des problèmes de qualité de l'eau. On ne peut pas faire un boîtier avec tous les capteurs qui sont dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé cette dimension modulaire de la M-Box. Il est clair aujourd'hui, et je suis très convaincu que dans les prochaines années, la puissance ou la performance des capteurs va être divisée par 2, la taille va être divisée par 2, la performance va être augmentée par 2, et le prix va être aussi divisé par 2. Et ça va nous permettre, sans aucun doute, d'ici là, d'arriver à faire un capteur tout en un pour l'air, les ondes, les UV, la nourriture et l'eau. Voilà, Mersens, donc l'une des startups qui expose ici à Las Vegas, startup française. Si vous voulez suivre ce CES de Las Vegas, vous pouvez le suivre bien sûr sur 01net TV, mais aussi sur 01net.com avec David Noguera et Adrien Branco qui sont ici, qui vous proposent tout au long de la journée des reportages passionnants. Donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Et on continue à parler de santé connectée, de e-santé, François. Oui, on en parlait il y a un instant avec Eric Carrel qui nous présentait ses nouveautés. Caroline Niquez est là comme chaque jour dans ce 01 Live. Bonjour Caroline. Bonjour à tous les deux. Directrice de l'innovation du Crédit Agricole Assurance, et puis dans un instant il a une mine un petit peu fatiguée, mais malgré tout il est là avec nous sur ce plateau. Mais si vous voulez, il a fait vraiment de l'investigation parce qu'on lui a demandé qu'il nous raconte les nuits de Las Vegas. Donc pour raconter les nuits de Las Vegas, il faut les vivre. Et donc Fabrice va nous raconter ça dans un instant. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. La e-santé, alors sujet important, on a évoqué la maison connectée avant-hier, hier c'était la voiture autonome. Autre sujet, autre dossier important pour les assurances, parce que rappelons Caroline que vous représentez Crédit Agricole Assurance, c'est la e-santé qui va bouleverser peut-être là encore les relations qu'on a avec notre assureur, non? Alors je pense qu'il faut bien distinguer deux choses quand on parle de e-santé ou de santé connectée déjà. C'est les objets connectés autour de dispositifs médicaux purs, où là on va
traiter les sujets de maladies chroniques, suivre des maladies chroniques. Et là, c'est un terrain en fait où la réglementation est évidemment très présente et le sujet de la donnée, la fiabilité de la donnée est évidemment très présente. Oui, ce sont les médecins là qui s'en occupent en fait. Voilà. Et puis il y a le sujet, je dirais, qui est un territoire aussi très investi par les assureurs, qui est le sujet du bien-être, du coaching santé, qui est plus de l'ordre d'une bonne hygiène de vie, de bien dormir, de s'occuper de soi. Voilà. Et donc ça, c'est le terrain plus de la prévention. Voilà, faire du sport, bien dormir, ça c'est pour Fabrice. Et donc faire du sport, etc. Et ça, c'est un sujet qui est très cher aux assureurs. C'est-à-dire comment on prévient, grâce à ces objets, on fait en sorte de mieux vivre et de vivre plus longtemps en bonne santé, en fait. Donc vous les avez intégrés, ces objets, vous les proposez à vos clients? Alors on travaille beaucoup sur cet angle-là, notamment sur les assurances collectives, c'est-à-dire en fait ces entreprises qui assurent elles-mêmes leurs salariés. Et là on propose un certain nombre de services autour justement de la santé, du bien-être, du coaching, de prendre soin de soi et de suivre aussi ses dépenses de santé, etc. etc. On voit qu'il y a certaines expérimentations qui ont été faites ici aux US. Alors, c'est un autre milieu, c'est une autre culture. Mais par exemple, on sait que certains assurés portent des bracelets et en fait, ces données sont envoyées aux assurances et tout dépend si cette personne fait assez de pas, fait assez de sport, va avoir une prime qui va baisser parce qu'on peut imaginer que si elle fait du sport, elle aura moins de problèmes de santé. Et c'est vrai que c'est une source d'inquiétude qui monte. C'est une source d'inquiétude parce que ça met en exergue plein de choses. La sécurité des données, le fait que les assurances s'immiscent un petit peu dans la vie privée des gens. C'est quelque chose qu'on peut imaginer en France ou pas, à votre avis? Alors, ces sujets-là posent plein de questions. Déjà, ça pose la question de la personnalisation des offres. Plus je mets un bracelet ou plus j'ai des capteurs en fait sur moi, plus je vais pouvoir regarder au plus près de la personne en fait, comment elle se porte, comment elle gère son quotidien, comment elle gère sa santé, son alimentation, etc. L'assurance aujourd'hui, telle que ça fonctionne, c'est sur un principe de mutualisation des risques. Plus je personnalise, plus ça pose la question de la mutualisation des risques. Et quid des personnes qui sont les plus fragiles, celles qui ont des problèmes, qui sont pas totalement dans le droit fil en fait d'une très bonne santé ou voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est un vrai défi pour nous assureurs. Il n'y aurait plus cette solidarité qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis en bonne santé, je vais payer peut-être un petit peu plus cher que mon risque à moi, mais je vais mettre au pot pour tout le monde en fait. Alors voilà, le sujet c'est comment, avec ces objets-là, on va vers plus de personnalisation et c'est tant mieux, et en même temps, comment on maintient ce principe qui est un principe fondateur de l'assurance, qui est la mutualisation des risques, qui permet de couvrir toutes les populations, y compris les plus fragiles. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant qu'assureur, que non, ce principe de solidarité ne sera pas remis en question? En tout cas, on y est très attaché. Donc je pense qu'on trouvera des solutions pour continuer à assurer tous les types de populations. Donc ça fait partie des sujets qui seront à explorer très clairement parce qu'on y est attaché à ce principe de mutualisation. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, François, vous parliez de la donnée. Et oui, tous ces objets connectés posent la problématique de la donnée et de son accès, de sa qualité et de la sécurité autour de la donnée. Et en Europe, et donc en France, on a une réglementation qui s'appelle RGPD, qui a vocation justement à sécuriser dans l'intérêt en fait du consommateur ces données. Et donc nous sommes soumis en tant qu'assureurs à cette réglementation pour le bien de tous en fait. D'accord. Donc en fait voilà, tout est très bien encadré. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec nos données. Tant mieux d'ailleurs, je dirais. En effet, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est cadré. Il faut que ça soit gagnant-gagnant à la fois pour l'assureur et surtout pour le consommateur. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est de se dire ces objets connectés c'est très bien, suivre son nombre de pas c'est très bien. À un moment donné, il faut faire attention aussi à l'addiction, à ce genre d'objets. Si à un moment donné vous vous dites j'ai pas fait un nombre de pas suffisant dans la journée, je vais faire un tour de ma chambre pour faire un nombre de pas, c'est qu'il y a un petit souci. Donc là, il faudra vous poser la question d'un petit peu de lâcher prise aussi. Je pense que pour tout sujet, il faut garder une certaine mesure aussi et regarder dans la durée, parce qu'en fait, on observe aussi dans nos expérimentations que les gens se lassent au bout d'un moment en fait des différents objets. À qui dites-vous? Voilà, parce qu'en fait, sur les technologies avancent, l'une chasse l'autre, parce que d'une journée sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, les choses sont peut-être pas très différentes en termes de nombre de pas ou d'alimentation, etc. Donc, il y a un vrai défi autour de la fidélisation sur les objets connectés pour pas en faire des gadgets qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois.
L'accompagnement des personnes âgées, parce que c'est aussi de la e-santé, on peut le dire, hein, le fait de laisser les personnes âgées le plus longtemps possible chez elles, il y a beaucoup de produits innovants, bien sûr, grâce à les capteurs. Ça aussi, c'est un sujet d'e-santé qui, j'imagine, ne vous laisse pas indifférent, non? Alors non seulement ça ne nous laisse pas indifférent, mais en plus ça fait partie de nos enjeux stratégiques aussi, ce qu'on peut appeler le bien vieillir à domicile. Et là, les objets connectés peuvent avoir un véritable apport dans la maison pour, par exemple, détecter une personne qui aurait chuté, pouvoir alerter en fait la famille du parent, etc. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui existent, plein de startups qui proposent des choses très intéressantes et on en a vu ici aussi à Vegas. Autour du bien vieillir à domicile, c'est aussi un sujet d'innovation fort pour nous et qu'on regarde et qu'on expérimente. Et comment demain vous pourriez le mettre en scène, tout ce sujet-là? En fait, ça rejoint le sujet de la smart home, donc plus globalement. D'accord. Donc avec des offres dédiées. Ouais, tout à fait, avec des objets qui pourraient être proposés en fait aux familles, en fait, pour pouvoir être en contact avec les parents, s'assurer, parce qu'il y a la personne en question et puis il y a aussi les enfants qui s'inquiètent aussi parfois de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc en fait, oui, ça fait partie en effet des packages et des services qui peuvent tout à fait proposer aux consommateurs. Et ça arrive, ça, bientôt, à votre avis? C'est déjà là, en fait. C'est déjà là. C'est déjà là, ouais. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Caroline. Directrice de l'innovation de Crédit Agricole Assurance. Nous tournons maintenant vers notre jet-setter, notre night-clubber, notre chroniqueur très engagé dans la night. Fabrice Marcella, bonjour. Bonjour. Si ses parents le voient, le pauvre, il va se faire engueuler parce que en plus il est tout gentil. Si son employeur aussi, il a dit je vais à Las Vegas pour bosser. Mais... Non mais là je vais dévoiler des secrets. Enfin, j'ai toujours essayé. Drôle de voix, hein, Fabrice, aujourd'hui. J'ai plus de voix. Je sais pas ce qui se passe. Ah non mais je me suis donné à fond pour vous. Hein, et voilà. Je me suis couché tard, je me suis levé tôt parce qu'on va parler de before et d'after. Voilà. Alors la chronique des à côté. C'est ça, la chronique des à côté. Donc la première chose, j'imagine que c'est le cas pour vous quand vous venez ici. À chaque fois on vous dit. Nous on fait pas les soirées. Hein. Ouais, alors ça je sais pas, mais en tout cas on nous dit toujours. T'as de la chance, Fabrice. Attention à pas trop jouer au casino. Ce qu'on comprend pas, c'est qu'on vient ici d'abord pour bosser. Je tiens à préciser avant tout ce que je vais vous montrer après. Pourquoi? Parce que ici. Et ça, je peux le confirmer parce que vous arrêtez pas toute la journée. Hein. Déjà, on n'arrête pas toute la journée. Parce que vous avez tout, comme vous êtes le maire du village Baïséa, vous avez tous vos petits, vos administrés, vos petites startups à surveiller. J'ai pas Voilà, c'est ça. Non, mais bon, effectivement, les start-upers, quand ils viennent ici, il y a déjà 9 heures de décalage, il faut assurer la journée, il faut rencontrer les clients. Et finalement, à la fin de la journée, à 18h, parce qu'elle se termine à 18h, cette journée, on n'a pas forcément la patate pour aller faire autre chose. Et maintenant, je vais quand même dévoiler tous les secrets que j'ai jamais osé dire. Pardon. Alors. Non, mais en fait, que faisiez-vous hier soir? C'est aussi la fête, le CES? C'est pas tout de suite la fête. C'est déjà des soirées de networking, des soirées qui s'organisent à la fois par Business France, qui s'organisent par le village de la francophonie, le village Baïséa. Il y a plein de, c'est du boulot, ça. Ça, c'est du boulot à organiser et c'est aussi du boulot quand on souhaite y aller. Et tout l'astuce, c'est quoi? C'est dès qu'on met le premier pied à Las Vegas, c'est de trouver quelle est la bonne soirée dans laquelle il faut être. Et surtout quand on est un organisateur, s'assurer qu'on n'est pas en concurrence avec d'autres soirées. Ce qui est compliqué aussi quand on est un entrepreneur, c'est d'avoir une invitation. Les places sont limitées. Parce que ce sont des soirées privées. C'est un peu comme à Cannes au festival. C'est un petit peu ça. Il y a quelques privilégiés. On va pas arriver. Toc toc, je peux rentrer. J'ai eu beaucoup de pression, je vous l'avoue hier. Énormément de pression de toutes parts, de tout l'écosystème. J'avais 90 places. J'ai réussi à en céder 120 et réellement hier soir on était 150. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué à gérer. Et ce sont des soirées où les start-upers viennent encore avec leur badge CES pour pouvoir networker. Donc, et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que pour pouvoir se rendre dans ces soirées, il y a des mots de passe à fournir à l'entrée. Sauf que ces mots de passe, j'avais notamment hier soir, c'était le mot de passe village, extrêmement simple. Sauf que il y a des agents de sécurité et il faut mettre l'accent quand vous vous prononcez. Donc j'en ai plein qui se sont fait refouler parce qu'ils n'ont pas dit le village. Eh oui, ils ont dit le village. C'est pas vrai. Si. Et oui. Et comme le gars à l'entrée, il est américain. Je ne connais pas. Non, c'est blanc ou noir et si c'est pas voilà, hop, mais village. Et ce qui est aussi assez drôle, c'est le village. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que la population des start-upers, c'est une population assez jeune. Et bien souvent, on leur demande leur ID, leur carte d'identité pour prouver leur identité avant de pouvoir être servi. Il faut qu'ils aient 21 ans. Et oui, il faut qu'ils aient 21 ans. Voilà, donc ça, c'est la première partie de soirée.
Elle se termine à 22h. Et à 22h, il faut faire fi ça, il faut vite sortir hein, parce que là, c'est la réglementation dans les hôtels. Ah oui, ça se passe, ce que j'ai pas dit, c'est que ça se passe dans des hôtels. Ça se passe dans des hôtels, dans des... À 22h, on ferme boutique. À 22h, on ferme et on passe à autre chose. D'accord. Bon, d'accord. Pourquoi il y a d'autres lieux où vous pouvez continuer la soirée? Alors là, c'est le off du off. Ah, oh là là là. C'est le off du off. Là, c'est le off du off. Mon ça Dieu. se termine souvent et j'ai ramené quelques images. Ça se termine, c'est le moment de détente. C'est le moment où on va pouvoir jouer un petit peu d'argent. Voilà, on va dépenser un petit peu d'argent au casino. On est quand même à Las Vegas. Et oui. Alors c'est la première fois pour moi, sachez-le, François et Jérôme. Ça fait 4 ans que je fais Vegas. On m'a jamais cru, j'ai jamais mis 1 euro. Et pour l'émission, c'est mignon. C'est pas vrai. Je me suis investi à fond. J'y suis allé, j'ai tout perdu. Professionnelle. Vous avez rien gagné? Non, mais j'ai pas misé beaucoup, mais je l'ai fait quand même. Alors là aussi, c'est assez drôle parce que pour jouer, pareil, c'est comme pour l'alcool, il faut être majeur. Et nos start-upers, certes, sont majeurs, mais ne le portent pas réellement sur leur figure. Ils sont jeunes. Ils ont l'air très jeunes. Et donc, ce qui était assez drôle hier soir, c'est que certains collaborateurs de start-up avaient oublié leur ID. Et donc, ils n'avaient pas le droit de jouer. Mais au-delà de ça, ils n'avaient pas le droit de rester immobile pour regarder les copains en train de jouer. Donc, il fallait en permanence qu'ils soient en mouvement. On n'a pas le droit de rester immobile. Et non, on n'a pas le droit de rester très strict. Hein. Donc, on avait des types qui étaient en mouvement comme ça en permanence pour essayer de voir les copains en train de jouer. Donc, c'était assez drôle à voir hier soir. J'ai pas pu avoir les images. Comme s'ils faisaient pas assez de pas toute la journée. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour les gardiens. Alors, il faut rester quand même en forme pour autant parce que ces soirées finissent tard. Bien sûr. Et le lendemain matin, je vous ai ramené aussi. On n'a pas parlé d'alcool, hein, Fabrice. Pour l'instant, on est nickel là-dessus. Non, il n'y a pas eu d'alcool. Bien sûr. Je ne sais pas si. Bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Même Caroline qui est là pour vous défendre, elle n'y croit pas. Donc voilà. Et donc, il faut néanmoins rester en forme. Allez, l'heure du sommeil, c'est 1h, 2h du matin. Le lendemain matin, j'ai quand même des startups qui sont mobilisées pour pitcher. Alors, pareil, hein, pour l'émission du jour, je me suis levé très tôt. 7h du matin, au Flamingo, 3e étage, 30 startups qui pitchaient face à des investisseurs et des décideurs. Je vous ai amené aussi quelques images. Voilà, il faut rester en forme. C'est extrêmement éprouvant. Il ne faut pas s'endormir en pitchant, parce que là, c'est pas bon. Non, il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas avoir la voix qui déraille non plus. Et puis, il faut être efficace. J'espère que je l'aurai été, en tout cas, pour ce matin. Enfin, ce midi, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai du mal à me repérer encore. Bon, bah écoutez, c'est super, voilà, mais c'est très sage, hein, tout ça. Moi, je m'attendais aux soirées débridées de Las Vegas. Oui. Mais je pense qu'il y a, il y a quelques trous noirs hein, quand même dans son témoignage. Il y a des zones d'ombre. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Non. Vous avez emmené Caroline un peu lors des soirées? Caroline, ça va, c'est bien tenu? Il n'y a pas eu de soucis? Je suis extrêmement sage. Ah bon, non, mais ça, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas eu la chance de vous voir en soirée. Donc, très bien. Voilà. Parfait, merci à tous les deux. On n'est juste pas du tout dans une ville où il y a des jeunes femmes en bikini qui dansent sur les bars. Non, on n'a pas vu ça. On voit jamais ça. On voit jamais ça. J'ai pas vu du tout. J'ai aucune image là-dessus. Bien ce qu'il me semblait. Bon, ben voilà, le off du Las Vegas avec Fabrice. Pour terminer ce 01 live, ce 3e 01 live depuis le CES, Jérôme, nos coups de cœur. Nos coups de cœur. Je te propose de découvrir mon coup de cœur. Allez, on y va. C'est une enceinte connectée, mais pas n'importe quelle enceinte connectée. Regardez cela, c'est une enceinte avec un écran OLED courbe. Alors voilà, c'est l'illustration de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un écran OLED. Hein. On parlait d'LG et de son écran qui s'enroule tout à l'heure. Voilà une autre application. Là, ils ont trouvé intéressant de mettre l'écran tout autour. Alors c'est du fun, hein, c'est une enceinte connectée, c'est-à-dire que là-dessus, on va diffuser des animations. Tu vas pas te regarder un film, quoi. Tu vas pas te regarder un film. Ou alors, il faut que tu sois cyclope. Si t'es cyclope, c'est cool. Là, t'es nickel, t'as ta petite télé pour toi. Tu passes ton temps à la tourner ou à tourner autour, c'est un peu difficile. Moins mignon. Mais malgré tout, c'est une enceinte connectée Alexa. Donc, on a l'image Alexa, c'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir une conversation vidéo via Alexa, hein, puisque c'est désormais possible, ou avoir des informations genre qui est à la porte, etc. Si on a une caméra connectée. Voilà, c'est californien, ça coûte environ 500 $. Très bien. Alors, je vais dédicacer maintenant mon coup de cœur à Fabrice Marcella. Ah. Forcément, puisque comme c'est le roi de la nuit, vous allez voir, Fabrice, c'est pour vous. Alors, j'ai vu ça dans la French Tech. Regardez bien, c'est une desserte à apéritif autonome. Et alors ça, franchement, extrêmement utile. Quand j'ai vu ça, moi j'ai été scotché. Ça s'appelle Geoffrey.
Donc c'est français. Hein. Il y a des cacahuètes ça m'étonne pas. Il y a tout dessus. Ça ne m'étonne pas que ce soit français. Alors, vous avez au-dessus des bouteilles. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'alcool ou de l'eau ou des sodas. Vous avez des petits réceptacles à apéritifs. Au-dessus aussi, vous pouvez mettre du guacamole, enfin ce que vous voulez. Et attendez, le mieux, je l'ai gardé pour la fin. Sur le devant, vous avez une tireuse à bière. La tireuse à bière. Et alors, vous vous dites, bon, c'est sympa, mais ce truc-là, c'est vraiment fait pour les feignants de chez feignants qui sont sur le canapé et qui veulent avoir un apéritif et qui n'ont même pas le courage de se lever entre deux séries Netflix. Tu l'appelles? Tu dis, eh ben voilà, tu dis Alexa, emmène-moi Geoffrey sur le canapé. Et alors Geoffrey vient directement et arrive au niveau du canapé. Mais alors, on dit, moi quand j'ai vu ça, j'ai regardé le gars, j'ai dit mais c'est une connerie. Vous êtes sérieux? Non, vous êtes sérieux. Et alors le fondateur de ce truc-là est très sérieux. Pour lui, ça va marcher. Il y a la technologie là-dedans. Quand tu achètes ce truc-là qui coûte à peu près 1000 €, il va scanner toute ta maison ou ta terrasse. Faut pas avoir d'escalier, hein, parce qu'autrement la bière elle est par terre. Hein. Mais en revanche, si vous êtes sur une surface plane, il va les scanner comme les robots aspirateurs un peu partout la maison. Il fait pas le ménage en même temps. Il ramasse les miettes des cacahuètes et il va en fait tu vas dire par exemple ça c'est le salon, ça c'est le canapé, ça va être je sais pas moi la terrasse, et quand tu vas lui dire ok ça c'est les enfants, tu leur donnes Alexa, pas de emmène-moi Geoffrey sur la terrasse, il va comprendre qu'il doit aller dans ce rayon là et il va y aller. Voilà. Combien ça coûte, tu le sais? 1000 €. Ouais. Bon écoute. Non mais voilà. pour la maison, les parties chez un particulier c'est pas sûr, mais sur des lieux de soirée pour faire de l'animation. Non, c'est pour ça que j'ai dédicacé à Fabrice. Ouais. Je pense il y a des entreprises aussi ça où lui fera plaisir. Voilà, Geoffrey, l'une des bizarreries qu'on peut voir ici dans la French Tech. Et il y en a beaucoup d'autres. Hein. On y reviendra demain parce que demain on sera encore là, Jérôme. Demain on se retrouve évidemment à 20h, c'est ça, 20h de 20h Paris, en française. Pour le dernier live, dernier débrief, et on parlera d'ailleurs beaucoup de start-up. Oui, on va vous faire un marathon start-up French Tech demain. On est en train de caler beaucoup de start-up qui veulent ici, autant vous dire, alors ça aussi c'est le off, on est hyper sollicité avec Jérôme quand on se balade dans les allées. On retourne le badge déjà. Voilà, c'est ça. Alors, on va se faire repérer. Mais parfois on nous reconnaît malheureusement, et là alors voilà, les start-up nous vendent leurs projets et on essaie de ramener le meilleur, et demain ce sera le meilleur des start-up françaises qui seront là. Merci à nos invités, merci à Pierre Thiolin, à Jean-David Duart. Merci à Caroline, à Fabrice. La technique, merci à vous de nous avoir suivis, et donc à demain. Portez-vous bien, regardez un dernier petit plan. Oui Pierre, voilà. Allez, vas-y Pierre. Regardez. Le Pulicino du CES est là, Jean-David Duart, magnifique. Portez-vous bien, très belle soirée à vous toutes et à vous tous, et à demain.